Loi 25. Changer de peau. Principe. N'incarnez pas les clichés que la société vous impose. Forgez-vous une nouvelle identité qui exige l'attention et n'ennuie jamais l'auditoire. Soyez maître de votre image, ne laissez pas les autres la définir pour vous. Posez publiquement des actes spectaculaires. Votre pouvoir en sera rehaussé et votre personnalité prendra de la stature. Respect de la loi, exemple 1. Jules César commença son cursus honorum de la façon classique. Tribun militaire, questeur, et enfin en 65 avant Jésus-Christ, édile à Rome, chargé de l'organisation des jeux et de la distribution du blé. Un poste clé dans la ville où le peuple ne demandait que les fameux panem et circenses, le pain et les jeux du cirque. Il s'endetta personnellement pour offrir des spectacles de qualité, chasse de bêtes sauvages, combats de centaines de gladiateurs, concours de théâtre. Sa popularité de grand metteur en scène devint immense et lui permit de briguer les plus hautes charges de l'État. 10 ans plus tard, en 49 avant Jésus-Christ, Rome était au bord de la guerre civile. Deux rivaux s'affrontaient, César et Pompée. César, en campagne, était stationné avec ses troupes au bord du Rubicon, la rivière qui sépare l'Italie de la Gaule. Faire entrer ses légions en Italie en traversant le Rubicon équivalait à déclarer la guerre à Pompée. César prononça un discours devant son état-major. Il plaida en faveur d'un camp, puis de l'autre, développant ses arguments comme un acteur sur scène. Il était passionné de théâtre. Il terminait sa harangue lorsque tous aperçurent sur la berge une apparition soudaine. Un homme d'une taille peu commune s'emparait d'une trompette et se mettait à jouer à plein poumon une marche militaire, tout en s'engageant sur le pont jeté sur le Rubicon. César, désignant cette scène à la fois anodine et étrange, dit alors « Allons, on nous appelle les signes des dieux et l'injustice de nos ennemis. Le sort en est jeté. » César prononça ces paroles solennelles avec emphase, les accompagnant d'un geste théâtral. Il savait que ses généraux étaient dans le doute, mais sa tirade les galvanisa. Un discours plus prosaïque n'aurait pas eu le même effet. Les généraux se rallièrent à sa cause. César et ses légions traversèrent le Rubicon et l'année suivante battirent Pompée. César devint le dictateur de Rome. Sur le champ de bataille, César jouait toujours son rôle de chef avec une fougue passionnée. Il était aussi bon cavalier que beaucoup de ses hommes, et il s'attachait à les surpasser en bravoure et en endurance. Il se lançait dans la bataille avec un cheval imposant pour que tous le voient au cœur de la mêlée, tel un symbole divin du pouvoir et un modèle à imiter. De toutes les légions romaines, celles de César étaient les plus dévouées. Ses soldats, comme le menu peuple, qu'il régalait au cirque de spectacles somptueux, s'identifiaient à lui et à sa cause. Après la défaite de Pompée, les jeux du cirque devinrent vraiment grandioses. On n'avait jamais rien vu de pareil à Rome. Les courses de chars furent plus spectaculaires, les combats de gladiateurs plus dramatiques, et César inventa les naumachie, véritables batailles navales sur un plan d'eau artificiel. Des pièces de théâtre furent jouées dans tous les quartiers de Rome. On construisit un nouveau théâtre adossé à la roche tarpéienne. Des foules en provenance de tout l'Empire affluaient pour assister à ces événements. Les tentes des visiteurs pullulaient le long des voies conduisant à Rome. En 45 avant Jésus-Christ, César choisit soigneusement le moment de son quadruple triomphe de manière à provoquer un effet maximum. Il ramenait Cléopâtre à Rome après sa victoire en Égypte. Il organisa alors des spectacles publics encore plus extravagants. Ces événements étaient plus qu'un moyen de divertir les masses. Ils rehaussaient de manière spectaculaire l'idée que le public se faisait de la personnalité de César, et cela le rendait plus grand encore. César était le maître de son image publique, dont il avait toujours pris grand soin.
Quand il apparaissait devant les foules, il portait la célèbre cape pourpre, réservée à l'impérator. Personne ne devait le surpasser. Il était notoirement vaniteux. On disait qu'il aimait être honoré par le Sénat, qui l'autorisa à porter en permanence la couronne de laurier du généralissime vainqueur. Celle-ci cachait d'ailleurs une calvitie que César détestait. C'était un orateur hors pair. Il savait comment dire beaucoup de choses en peu de mots. Il connaissait intuitivement le meilleur moment pour placer la chute d'un discours, afin qu'il produise un effet saisissant. Il veillait toujours à accompagner chacune de ses apparitions publiques d'un élément de surprise, d'un scoop. Telle l'annonce de la citoyenneté romaine attribuée aux Gaulois cisalpins ou la suppression des loyers de moins de 1000 sesterces. Immensément populaire, César était haï et craint par ses rivaux. Aux ides de mars, le 15 du mois de l'année 44 avant Jésus-Christ, un groupe de conjurés menés par Brutus et Cassius le cernèrent en plein Sénat et le frappèrent à mort. Même à l'agonie, il garda son sens théâtral. Il tira le haut de sa toge sur son visage et en laissa tomber le bas de sorte qu'elle drape ses jambes pour mourir couvert et décent. D'après l'historien Suétone, ces derniers mots furent pour son jeune ami Brutus qui le poignardait et prononçait en grec, la langue de son enfance. « Toi aussi, mon fils. » Interprétation. Le cirque romain était le lieu des spectacles pour le peuple. Des foules que l'on peut difficilement imaginer y assistaient. Entassés par dizaines de milliers, les plébéiens s'amusaient des comédies et s'émouvaient des grandes tragédies où des acteurs mouraient en scène. Le théâtre était comme l'essence de la vie. Tel un rituel religieux, il exerçait un attrait puissant et immédiat sur l'homme de la rue. Jules César, par son sens inné du spectacle, fut peut-être le premier personnage public à comprendre le lien entre pouvoir et mise en scène. Il se fit lui-même acteur et metteur en scène du monde politique. Il parlait comme s'il était sur scène. Il se comportait et se déplaçait au milieu de la foule en étant toujours conscient de son image publique. Il multipliait les coups de théâtre, jouait sur l'effet d'annonce. Ses gestes étaient assez amples pour que l'homme de la rue les comprenne instantanément. Sa popularité ne fut jamais égalée. César est un exemple pour tous les dirigeants et hommes de pouvoir. Comme lui, il faut apprendre à souligner ses actions par des effets spectaculaires, comme la surprise, le suspense, l'attendrissement et l'identification symbolique. Comme lui, il faut se montrer attentif à son auditoire, à ce qui lui plaira et à ce qui l'ennuiera. Il faut s'arranger pour prendre possession de l'espace scénique, imposer l'attention et n'être surpassé à aucun prix. Respect de la loi. Exemple 2. En 1831, la jeune Aurore Dupin, baronne du Devant, laissa son mari et sa famille en province pour monter à Paris. Elle voulait être écrivain. Le mariage, pensait-elle, est pire qu'une prison, car il ne laisse ni le temps ni la liberté d'assouvir sa passion. À Paris, elle serait indépendante et vivrait de sa plume. Très vite, cependant, Aurore Dupin dut affronter de dures réalités. Pour avoir une certaine liberté à Paris, il fallait de l'argent. Une femme n'en disposait que grâce au mariage ou à la prostitution. Aucune n'avait jamais gagné sa vie en écrivant. Pour les femmes, l'écriture n'était guère qu'un passe-temps. C'étaient les revenus de leur mari ou leur fortune familiale qui assuraient leur subsistance. D'ailleurs, la première fois qu'Aurore Dupin consulta un éditeur, celui-ci lui déclara « Vous devriez faire des bébés, madame, et non de la littérature. » Le projet d'Aurore Dupin n'était pas viable. Finalement, elle mit au point une stratégie pour se forger une image de son choix. Avant elle, les écrivaines étaient des artistes de second rang. Elles s'adressaient aux femmes. Aurore Dupin décida de renverser la situation en se faisant passer pour un homme. En 1832, un éditeur accepta son premier grand roman, Indiana.
Elle choisit le pseudonyme de George Sand, et tout Paris supposa que cet étonnant inconnu était un homme. Aurore Dupin s'habillait parfois en homme. Elle avait toujours trouvé les chemises et les pantalons plus confortables que les vêtements féminins. Ayant acquis une certaine notoriété, elle exagéra cette image. Elle portait de longs manteaux d'homme, des chapeaux gris, de lourdes bottes et des cravates de dandy. Elle fumait des cigares et s'exprimait comme un homme, sans crainte de dominer la conversation ni de jurer. Cet étrange écrivain androgyne fascina le public. Contrairement aux autres écrivaines, George Sand fut acceptée dans un cercle masculin d'artistes et d'intellectuels. Elle buvait et fumait avec eux, et eut des liaisons amoureuses avec les artistes les plus célèbres d'Europe. Musset, Liszt, Chopin. C'était elle qui séduisait et elle qui rompait. Elle n'en faisait qu'à sa tête. Ses proches le savaient bien, sa personnalité mâle la protégeait du regard indiscret du public. En société, elle prenait plaisir à jouer le jeu. En privé, elle restait elle-même. Elle avait aussi compris que le personnage de George Sand qu'elle avait créé risquait de devenir terne et prévisible. Et pour éviter cela, elle le modifiait constamment et de manière spectaculaire. Au lieu de continuer à entretenir des relations amoureuses avec des hommes célèbres, elle commença à se mêler de politique, à mener des manifestations et à inspirer des révoltes estudiantines. Personne ne lui dictait de limites. Longtemps après sa mort, la théâtralité de son personnage continue à fasciner et à servir de modèle. Interprétation. Toute sa vie, George Sand donna à son cercle de relations le sentiment d'être en présence d'un homme. Mais à son journal intime et à ses amis proches, tels Gustave Flaubert, elle avouait n'avoir aucun désir d'être un homme, mais jouait ce rôle à l'intention du public. Ce qu'elle voulait réellement, c'était la liberté de choisir son propre personnage. Elle refusait les contraintes que la société lui assignait. C'est pour franchir ces barrières qu'elle se créa un personnage protéiforme à loisir, qui attirait l'attention et faisait d'elle le point de mire. Au fond, les gens ont besoin de cataloguer les autres. Celui qui accepte cette étiquette est perdu. Son pouvoir est limité à la fonction du rôle choisi ou assumé, bon gré mal gré. Un acteur, en revanche, joue de nombreux rôles. Faites comme lui, changez de peau. Forgez-vous une identité que vous aurez vous-même décidée, qui transcende les frontières imposées par ce monde envieux et plein de jaloux. Tel Prométhée, soyez acteur de votre propre création. Votre nouvelle identité vous protégera du monde, précisément parce que ce n'est pas vous. C'est un costume que vous pouvez enfiler ou enlever selon les circonstances. Vous n'avez pas besoin d'y attacher votre moi. Il vous donnera une place à part, un personnage que vous jouerez, tel l'artiste sur scène que les spectateurs des derniers rangs voient et entendent, et dont ceux des premiers rangs admirent l'audace. J'ai d'autres idées sur les qualités premières d'un grand acteur. Je lui veux beaucoup de jugement. Je le veux spectateur froid et tranquille de la nature humaine. Qu'il ait par conséquent beaucoup de finesse, mais nulle sensibilité ou, ce qui est la même chose, l'art de tout imiter et une égale aptitude à toutes sortes de caractères et de rôles. Denis Diderot, 1713-1784, Paradoxe sur le comédien. Les clés du pouvoir. La personnalité que vous aviez à la naissance n'est pas forcément celle d'aujourd'hui. Au-delà des caractéristiques dont vous avez hérité, vos parents, vos amis et vos pairs ont contribué à la construction de votre caractère. La tâche prométhéenne du puissant est de prendre le contrôle de ce processus et d'empêcher les autres de le limiter et de le façonner. Reconstruisez-vous une personnalité de pouvoir. Comme on travaille l'argile, modelez-vous. C'est une des tâches les plus belles et les plus agréables dans la vie. Cela fait de vous l'essence même d'un artiste. Un artiste qui se crée lui-même. En fait, l'idée d'autocréation vient du monde des arts. Pendant des millénaires,
Seuls les rois et les plus grands courtisans ont eu la liberté de façonner leur image publique et de déterminer leur propre identité. De la même manière, seuls les rois et les seigneurs les plus prospères pouvaient contempler leur propre image dans l'art et la modifier volontairement. Le reste de l'humanité jouait le rôle limité que la société exigeait de chacun, sans guère en avoir conscience. Une évolution de ces prérogatives est décelable dans le tableau de Velázquez, Las Meninas, daté de 1656. L'artiste apparaît à la gauche du tableau, debout devant une toile qu'il est en train de peindre, mais dont on ne voit que l'envers. À côté de lui se tiennent une princesse, ses dames de compagnie, et une naine de la cour. Les personnes posant en réalité pour leur portrait ne sont pas directement visibles, mais on peut distinguer leurs vagues reflets dans un miroir accroché au mur du fond. Ce sont le roi et la reine d'Espagne, assis quelque part en avant-plan, mais hors champ. Ce tableau illustre un changement spectaculaire dans la dynamique du pouvoir et dans la capacité à déterminer la position de chacun dans la société. Velázquez, l'artiste, est mieux représenté, il s'en faut, que le roi et la reine. Dans un sens, il est plus puissant qu'eux, car c'est lui qui est maître de l'image, de leur image. Velázquez ne se voyait pas comme un assisté à la merci de ses commanditaires, il se voyait comme un homme de pouvoir. Et en effet, les premières personnes autres que les aristocrates à jouer ouvertement de leur image dans la société occidentale furent les artistes et les écrivains, puis plus tard les dandys et les membres de la bohème artistique. Aujourd'hui, le concept d'autocréation a progressivement gagné le reste de la société. Il est devenu un idéal à atteindre. Comme Velázquez, il faut revendiquer le pouvoir de déterminer son rang dans le tableau et de créer sa propre image. La première étape dans le processus d'autocréation est la prise de conscience. Tel l'acteur, soyez conscient de vous-même et conquérez la maîtrise de votre image et de vos émotions. Comme le dit Diderot, le mauvais acteur est celui qui est toujours sincère. Les personnes qui exhibent leurs tripes en société sont fatigantes et mettent mal à l'aise. En dépit de leur sincérité, il est difficile de les prendre au sérieux. Ceux qui pleurent en public peuvent momentanément susciter la compassion, mais celle-ci se mue vite en mépris et en agacement, car le narcissisme est détestable. Ils pleurent pour attirer l'attention, semble-t-il, et on n'a pas envie d'entrer dans leur jeu. Les bons acteurs se contrôlent. Ils savent feindre la sincérité et exprimer maints sentiments sans nul besoin de l'éprouver. Ils extériorisent l'émotion sous une forme que les autres peuvent comprendre. Jouer vrai serait fatal dans la vie réelle. Aucun dirigeant ne pourrait tenir son rôle si toutes les émotions qu'il manifeste devaient être ressenties. Par conséquent, apprenez le sang-froid. Adoptez la souplesse de l'acteur, capable de sculpter son visage en fonction de l'émotion à exprimer. La seconde étape dans le processus d'autocréation est une variante de la tactique de George Sand. La création d'un personnage mémorable qui attire l'attention et fait pâlir les autres comédiens sur scène. Ce fut la méthode d'Abraham Lincoln. L'Amérique n'avait jamais eu pour président un homme simple, un paysan, mais il la devinait prête à en élire un. La plupart des caractéristiques de ce type lui étaient naturelles, mais il les exagéra. Le chapeau, les vêtements, la barbe. Nul président avant lui n'avait porté la barbe. Lincoln fut aussi le premier président à utiliser la photographie pour diffuser son image de président bien de chez nous. Cependant, l'art dramatique nécessite plus qu'un look intéressant ou un moment fort dans l'action. Le drame se déroule dans le temps. Le rythme et le minutage sont donc essentiels. Un des éléments les plus importants dans le rythme d'un drame est le suspense. Houdini, par exemple, était parfois capable de disparaître en quelques secondes, mais il faisait durer le plaisir pour garder son public en haleine. Pour ce faire, il faut laisser les événements se dérouler lentement, puis accélérer au bon moment en fonction d'un schéma et d'un tempo que vous contrôlez.
Les grands dirigeants, de Napoléon à Mao Tse-tung, ont utilisé la synchronisation théâtrale pour provoquer la surprise et soutenir l'intérêt. Franklin D. Roosevelt avait compris l'importance d'organiser des événements politiques dans un ordre particulier et selon un certain rythme. En 1932, au moment des élections présidentielles, les États-Unis étaient plongés dans une désastreuse crise économique. Les banques faisaient faillite à un rythme alarmant. Peu après sa victoire aux élections, Roosevelt s'isola. Il ne dit rien de ses projets ni de ses rendez-vous ministériels. Il refusa même de rencontrer le président sortant, Herbert Hoover, pour discuter de la transition. Au moment où Roosevelt allait prêter serment, tout le pays était dans un état d'extrême anxiété. Alors, dans son discours inaugural, Roosevelt changea de vitesse. Il fit un discours puissant et manifesta clairement son intention de conduire le pays dans une direction complètement nouvelle, balayant les timides tentatives de ses prédécesseurs. À partir de là, le rythme de ses discours et de ses décisions publiques, nominations ministérielles, réformes audacieuses, devint incroyablement rapide. La période qui suivit la prestation de serment fut surnommée les 100 jours. L'atmosphère changea dans tout le pays, et ce succès est dû en partie à la manière intelligente dont Roosevelt fixa le rythme, et en partie à l'utilisation de contrastes frappants. Il tenait son public en haleine, puis lui assénait une série d'actions audacieuses qui semblaient d'autant plus déterminantes qu'elles étaient complètement inattendues. Vous devez apprendre à orchestrer les événements ainsi, sans abattre toutes vos cartes en même temps, mais en les révélant l'une après l'autre afin d'en rehausser l'effet spectaculaire. Outre qu'il peut aider à couvrir nombre de fautes, le sens dramatique permet de duper l'ennemi et de le rendre perplexe. Après la Seconde Guerre mondiale, Bertolt Brecht, qui avait travaillé à Hollywood comme scénariste, fut convoqué devant la commission d'enquête sur les activités anti-américaines sous la charge de sympathie communiste. Les autres suspects résolurent d'avoir recours à des démonstrations de colère et de rébellion. Brecht, lui, fut plus sage. Il décida de jouer de ses juges comme d'un violon, les charmant et les trompant à la fois. Il avait soigneusement répété ses réponses et prévu quelques effets de scène, comme de tirer sur un cigare, parce qu'il savait que c'était le péché mignon du président de la commission. Et en effet, il réussit à séduire grâce à ses réponses soigneusement pesées, drôles et à double sens. Au lieu de philippiques aussi sincères que tonitruantes, il leur servit des propos bien étudiés et ils le laissèrent en liberté. Il vous faudra disposer dans votre répertoire d'autres effets dramatiques, tels par exemple un grand geste, acte crucial qui symbolise votre triomphe ou prouve votre témérité. La traversée du Rubicon par César fut un de ces grands gestes spectaculaires, un acte qui stupéfia les soldats et fit de lui un héros. N'oubliez pas d'évaluer l'importance des entrées et des sorties de scène. Quand Cléopâtre rencontra pour la première fois César en Égypte, elle arriva lovée dans un tapis qu'elle fit dérouler à ses pieds. George Washington quitta 2 fois le pouvoir en fanfare, une première fois en tant que général, puis en tant que président, avant de refuser un 3e mandat, montrant qu'il savait comment rendre un moment clé spectaculaire et symbolique. De même, vos propres entrées et sorties devront être organisées et planifiées soigneusement. Souvenez-vous toutefois que l'emphase peut être contre-productive. Ne gesticulez pas pour attirer l'œil. L'acteur Richard Burton découvrit très tôt dans sa carrière qu'en restant totalement immobile sur scène, il détournait l'attention du public à son profit. Ce n'est pas tant ce que vous faites qui compte, mais la manière dont vous le faites. Une élégante discrétion sur la scène sociale en imposera plus que des manifestations frénétiques de votre présence. Enfin, apprenez de nombreux rôles pour incarner celui qu'il faut au moment voulu. Adaptez votre masque à la situation. Changez de forme à volonté. Bismarck était passé maître. Avec un libéral, il était libéral. Avec un nationaliste, il était nationaliste.
On ne pouvait pas le saisir, et ce qui échappe ne peut être consommé. Image: Protée, dieu marin de la mythologie grecque. Il avait le pouvoir de changer de forme à loisir au moment souhaité. Quand Ménélas, frère d'Agamemnon, essaya de le capturer, Protée se changea en lion, puis en serpent, en panthère, en sanglier, en eau courante, et finalement en arbre feuillu. Autorité. Sachez vous accommoder à toutes sortes de gens et être saint avec les saints, docte avec les doctes, sérieux avec les sérieux, jovial avec les enjoués. C'est là le moyen de gagner tous les cœurs, car ce qui se ressemble s'assemble. Discerner les esprits, et par une transformation politique, entrer dans l'humeur et dans le caractère de chacun. C'est un secret absolument nécessaire à ceux qui dépendent d'autrui. Mais il faut pour cela un grand fond. L'homme universel en connaissance et en expérience a moins de peine à s'y faire. Balthasar Gracian, 1601-1658, l'homme de cour, traduit par Amelot de la Houssaye. A contrario, il ne peut pas réellement exister d'antithèse à cette loi essentielle. Le mauvais théâtre reste du mauvais théâtre. Même pour paraître naturel, il faut un certain talent. Un acteur maladroit ne suscite que l'embarras. Bien sûr, il faut éviter la lourdeur, la pédanterie, l'outrance niaise. Mais les lois essentielles de la comédie sont vieilles comme le monde, et on ne leur connaît pas d'exception.